En plein midi de printemps, au moment apparemment le plus banal de la journée, lorsque le temps suit son cours habituel comme si rien ne pouvait jamais le briser, lorsque le danger ne s'imagine même pas, tout à coup, c'est comme si tout se figeait. Le temps s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette paralysie du normal? Quelle est cette force extraordinaire qui fait le temps sortir de ses gonds pour rester paralysé? Qu'est-ce qui rend le cours du printemps? Les Grecs ont donné un nom à cet instant figé, suivi de sensations de danger imminent, d'horreur paralysante. On l'appelle la panique. Panikos, de Pan. Le mot panique désigne la proximité du dieu Pan. Pan est là. Là, c'est ici. Ici, panique. Il y a une panique capitaliste, il y a aussi une panique philosophique. Si nous sommes invités à philosopher en temps d'épidémie, pour commencer, je vais aborder certains modes d'emploi actuels de la philosophie. Or, il existe un spectacle apocalyptique de l'événement. Il existe aussi sa valeur d'usage critique ou philosophique. En effet, pire est le diagnostic, plus actuel il est. Le discours critique s'installe en position d'agent auto-exégétique de l'actuel, en position apocalyptique littéralement, du grec apocalypto, dévoilé, révélé. Mais ce que discours révèle n'est que sa propre instance, un éternel retour sur soi comme instance hypertrophiée de l'actuel. Désignons ce mode d'emploi de la philosophie comme panique philosophique. Phénoménologie du trouble panique. La panique établit un ordre continu où la différence entre dedans et dehors est effacée. L'arrêt du temps engage une paralysie de la capacité réflexive. Elle installe l'intuition d'une panobjectivité, d'une panactualité, d'une limite actuellement infinie, indépassable. Ainsi, l'apocalypse discursif se propose comme horizon indépassable du réel. Du même coup, l'hypertrophie de l'actuel en révèle l'abîme en tant que condition indépassable, donc ontologique. Le confinement pandémique qu'on a vécu et qu'on vit toujours dans plusieurs pays apparaît comme le symptôme du confinement de l'existence dans l'actuel, un confinement ontologique. La panique philosophique consiste dans la pensée par hypostase. J'emploie le terme d'hypostase pour décrire une forme de fixation de la matière complexe des situations singulières. Même si l'hypostase ne voulait que déduire l'orientation du vecteur de l'actuel, en fin de compte, elle ne fait que réduire à monophonie sa polyphonie complexe. Les hypostases ne sont ni des concepts, ni des figures, mais plutôt des figures d'emploi régulateur qui gouvernent la production de sens, en orientant le vecteur sémantique et axiologique. Les hypostases seraient donc des usages aléatoires de concepts qui ont été formés par des dynamiques nécessaires, mais qui ont perdu l'accès à leur propre nécessité, à l'efficacité immanente d'une proposition véridique. J'identifie deux hypostases dominantes à présent, inspirées de quelques-unes des pensées parmi les plus singulières du dernier siècle. D'une part, l'événement apocalyptique, d'autre part, le chaos. Chacune de ces deux hypostases se compose de deux types, positifs et négatifs. Soit, en premier lieu, l'événement, soit la fin du monde au sens figuré d'abord, comme l'interruption de son cours normal, comme un état d'exception généralisée par exemple, ou bien, littéralement, la fin du monde humain que certains penseurs post-humanistes nous annoncent sur un ton prophétique et quelque peu revanchiste. Soit un nouveau monde garanti à son tour soit par le grand événement disruptif, dans la plupart des cas c'est celui de la révolution, soit par une transformation quasi mystique. Deuxièmement, le chaos, soit la contingence absolue qui engage un pessimisme ou un réalisme post-humaniste, soit la jubilation devant les puissances créatrices du chaos.
Or, quand l'événement frappe pour de bon, il révèle toute autre puissance, certainement pas celle auxquelles s'attendaient les emplois prophétiques ou messianiques, paniques de la philosophie. Ni les révolutions, ni la fin du monde, mais d'autres enchaînements de forces, d'autres ordres causal. Ainsi, en plein midi, au moment le plus banal de la journée, le Léviathan de l'actuel s'est encerclé soi-même dans la forêt de Pan. Il s'est empêtré dans le jungle à laquelle il a lui-même tenté de réduire le monde. Ayant saturé tout vide, ayant bouché toutes les sorties, il est tombé dans son propre piège, la fausse substance tentant de s'emparer du monde entier, des formes d'existence dans leur totalité, pour la consommer. Ce désir létal, irrationnel, a dû faire face à sa propre limite dans l'image de son autre. Or, le grand Pan est de retour. Pan mortus non est. C'est dans cet horizon, l'horizon du confinement ontologique, où la panique philosophique et la panique capitaliste deviennent structurellement indiscernables. Le diagnostic panique est isomorphe à ce qu'il dénonce. Il effectue une homogénéisation et une simplification massive tendant toujours à un horizon apocalyptique, l'horizon indépassable de l'actuel. Or, il ne faut pas mimer les traits structurels et discursifs des structures politico-économiques hégémoniques que l'on conteste. Leur suspension en a révélé de manière symptomatique le principe irrationnel, voire contre-rationnel. Le discours de l'efficacité, de l'immédiateté, de l'accélération et du contact total se révèle donc tout de suite erroné. L'incapacité de faire face à la nouvelle forme de propagation virale, stricto sensu, a fini par saper le principe fondamental de la circulation performative, du trafic viral, notamment le principe de la permanence, l'exigence de ne pas s'arrêter sous aucune condition. Cet arrêt du principe, ou du principe, a suspendu le cours normal des choses. Même si ce n'était que pour 1-2 mois tout au plus, ils vont néanmoins marquer une césure historique en manifestant de manière incontournable non seulement la possibilité d'un arrêt de principe, d'un blocage du cours normal des choses, de l'actuel, mais aussi la pathologie profonde de la dite normalité. Les puissances hégémoniques s'abîment dans leurs propres termes, comme si une contre-puissance obscure travaillait au fond des choses. Il y a toujours des contre-puissances, il y a toujours des forces, il y a toujours des virus. Le monde, un monde, la forêt de Pan, s'est de nouveau fait présent par sa résistance, par sa puissance obscure, mais aussi par des nécessités inimaginables. La crise nous rappelle, il y a de l'imprévu dans le monde, il y a de l'inimaginable dans un monde qui semblait saturé, réduit à des statistiques calculables et programmées selon l'impératif sans alternative de la croissance et de l'accélération, de l'efficacité et de la réduction de la distance entre cause et effet, monde tendant à l'immédiateté autofondatrice et auto-révélatrice, monde auto-immunisé. Aux exégètes thérapeutico-philosophiques et prophétisants, il faut faire entendre la raison profonde de la panique capitaliste. Est-ce que j'annonce ici la défaite philosophique? En aucun cas. Cependant, je propose de dénoncer à la fois l'ambition d'installer la philosophie dans la position d'une technocratie de la vérité, d'une pratique prophétique, voire exorciste, chassant les ténèbres de l'actuel, tout comme les gestes prétendument héroïques sur les barricades fantasmatiques de l'actuel. Par ailleurs, barricades souvent dressées dans la lumière des caméras omniprésentes du Léviathan de l'actuel,
ces caméras elles-mêmes productrices d'effets vérité. Si le trouble panique résulte en panobjectivation de l'actuel, en mimant la structure d'énoncé, il nous faut prendre de distance. Au-delà de la distanciation sociale et des expérimentations avec des procédés de contrôle collectif sans doute néfastes, il nous faut toutefois une distance philosophique. Et c'est d'abord une distance par rapport à soi-même. Là où la démesure est devenue la mesure, il nous faut démesurer la mesure elle-même. S'il y a un temps de la césure, ce qu'il nous faut dès lors, c'est de l'asymétrie, de l'arythmie. Il nous faut une syncope philosophique. Or, dès le départ, la philosophie est un retard sur le monde, et donc un retard sur soi-même. Dès le début, elle bute sur ce début. Car, dès le début, la philosophie fait face à une tâche qui l'excède et la pose à la fois, notamment de faire face au monde. C'est ce retard de la pensée, cette incapacité de coïncider avec l'actuel, qui est peut-être la malédiction de la philosophie. Mais c'est aussi sa chance, c'est sa puissance oubliée. La puissance de l'anachronie, peut-être de l'hétérochronie. La seule autonomie de la philosophie est allochronique. Seule une vitesse anachronique, allochronique, pourrait affecter la complexité de la situation qu'on hypostasie sous le terme de l'actuel. S'il y a un héroïsme de la pensée, un héroïsme du concept, ces vertus ne sont certainement pas celles de l'action immédiate. L'action immédiate, la résistance, y compris révolutionnaire, y compris héroïque, sont des vertus citoyennes, et nul n'empêche d'ailleurs les philosophes d'agir comme des citoyens. Ce qui me semble incontestable, c'est qu'un héroïsme philosophique ne pourrait pas être greffé sur le système des valeurs hégémoniques, privilégiant l'efficacité et l'effet immédiat, ce système entre guillemets contre-rationnel que l'on voit aujourd'hui en suspens. Un héroïsme philosophique, toujours entre guillemets, ne peut consister que dans des efforts patients, parfois lents et anachroniques, dans le labeur de la pensée, souvent invisible, dans des sédimentations, dans des recompositions des fronts, et aussi parfois, de manière soudaine et imprévue, dans des actes tranchants, anticipateurs, dans des gestes illogiques et contre-efficaces, contre-final aussi, furieux, au sens des fureurs héroïques, gli eroici furori de Giordano Bruno, bref, avec le mot fameux que l'on doit à un contemporain de Bruno, révolutionnaire. Telle est l'action invisible des forces insoupçonnées et inimaginables qui recomposent soudainement le front de l'actuel. L'actuel ne peut donc pas avoir de sens que sous la forme d'un front. Le front, je prends l'exemple du front météorologique, et je parle d'ailleurs pendant une tempête à Sofia. Le front est la courbe potentiellement infinie où la puissance est indiscernable de l'actualité. Il nous faut donc un rapport météorologique à l'actuel. Saisir cette frontalité, si je puis dire, est la véritable tâche d'une ontologie de l'actuel. Pour effectuer l'opération frontale, il est nécessaire d'abord d'accéder à une puissance excédentaire, puissance qui relève de notre ordre modal ou bien ontomodal, l'ordre du nécessaire. Or, le nécessaire est l'excès de l'actuel, c'est son dehors. Ce n'est que la vitesse du nécessaire qui est actuellement infinie. Elle puise en l'infini actuel qui est l'avenir. Le monde, un monde, des mondes.
Il y a des forces qui nous excèdent. Il y a des forces tout court. Il y a l'excès. La matière des choses, la matière du monde nous excède. Elle résiste. Si elle ne résistait pas, il n'y aurait point de philosophie. C'est pourquoi on ne peut que trop bien comprendre la mobilisation philosophique honnête et non intéressée au moment de la crise, au-delà de l'emploi abusif d'hypostases et de préceptes tout faits, au-delà du discours de la philosophie panique. Il nous faut donc persister collectivement dans ce moment d'intensité collective de la pensée, dans ce moment critique pour le monde et avec lui, pour nos sens critiques, destinés à penser et à imaginer le monde, l'inimaginable même, pour la philosophie tout court. Si, il y a 2 mois, Jérôme Lèbre avait envoyé l'invitation à philosopher en temps d'épidémie, maintenant, au moment où on entre dans la zone vague de l'après-coup de l'événement, cette postériorité de l'événement qui ne stimule jamais suffisamment la pensée, mais où la véritable transformation s'exerce et où elle va sans doute s'exercer, il nous faut persister dans la pensée de celle qui est invitée à passer en acte, à agir, à savoir la philosophie elle-même. Il nous faut persister dans la question de la responsabilité de la philosophie comme force devant le monde et comme force dans le monde.